Bonjour chers amis et bienvenue. Donc bienvenue sur la partie 2 de notre série des disparitions étranges que l'on appelle Missing 411 ici en Amérique du Nord. Donc en parallèle, comme vous le voyez, en parallèle de la série des Titans oubliés de l'histoire, qui vraiment en fait les sujets que je traite en général sont faits à la fois pour la communauté francophone et anglophone, donc je le fais en français et en anglais. Mais pour la série Missing 411, je le fais uniquement en français. Parce que le but, c'est d'informer donc la communauté francophone de ce phénomène troublant qui touche l'Amérique du Nord et qui, manifestement, en Amérique du Nord, c'est un sujet qui est très, très, très connu maintenant. Donc, quand les gens vont, je veux dire, dans les parcs nationaux ou en forêt, les gens font maintenant très, très attention. Et donc, nous allons avoir un focus aujourd'hui sur les jeunes enfants, comme vous avez pu le voir sur l'image. Donc, il est estimé que c'est un phénomène qui touche particulièrement l'Amérique du Nord, donc la partie ouest du Canada et la partie ouest des États-Unis, mais également les parcs nationaux de manière générale, surtout dans le centre et l'ouest. Il y a quand même quelques cas de disparition dans l'est, mais ça touche aussi d'autres régions, hein, comme je le disais auparavant, l'Angleterre, l'Écosse, l'Australie et même certains pays d'Afrique, hein. Je ferai une partie, je veux dire, purement hors Amérique du Nord et dans des régions éloignées. Et je donnerai certains détails sur certains cas qui sont extrêmement, extrêmement troublants. Aujourd'hui, je voudrais que nous nous concentrions spécifiquement sur une zone qui est l'ouest du Canada et des États-Unis, ainsi que sur une population particulièrement ciblée, les jeunes enfants. J'ai vu quelques messages postés sur la vidéo de la semaine passée, d'il y a 2 semaines, parce que la partie 1 était il y a 2 semaines. Et j'ai également reçu quelques messages directement par email, notamment Odile qui me demandait pourquoi les livres de David Paulides ne sont pas traduits en français. Alors à l'occasion d'une discussion avec David Paulides, parce que j'ai un de mes amis qui a dans des circonstances un peu similaires, c'est ça qui m'a beaucoup alerté sur Missing 411. J'ai le petit frère d'un ami qui a disparu de manière très 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 étrange et qui a fait beaucoup de titres aux États-Unis. Et donc en discutant avec lui, en voulant l'informer sur le cas, on a eu une plus longue discussion et je lui ai demandé pourquoi ces livres n'étaient pas publiés en français. Il m'a dit qu'il n'y avait pas de demande. Donc le but étant que lui il publie lui-même et donc ça lui coûte plus d'argent que ça lui en rapporte en réalité. Donc même les documentaires qui fonctionnent très bien de son côté ne lui rapportent pas autant d'argent que ça en fait. Donc il fait vraiment ça dans un but, je veux dire, de philanthropie pour vraiment alerter les gens en fait. Donc il m'a indiqué que donc pourquoi les livres n'étaient pas en français, c'est parce qu'il n'y avait pas de demande et parce que il n'y avait pas la demande n'était pas au rendez-vous et que les cas en France existent parce qu'il en a eu quelques-uns, mais qui ne sont pas effectivement largement répertoriés. De l'autre côté, Fabio Lannes, que je remercie au travers d'un autre message, me faisait savoir que l'histoire du petit Émile et Yanis qui a eu en France pourrait être des cas apparentés à Missing 411. Je ferai un suivi peut-être dans l'épisode 3 sur ces sujets que je ne connais absolument pas bien, parce que j'en ai entendu vaguement parler ici au Canada, mais on n'est pas rentré ici dans le détail. Donc, maintenant suivez-moi, afin que nous accentuons notre descente dans les mystérieuses disparitions de Missing 411. Mon chers amis, maintenant, avant d'attaquer des cas d'enfants jeunes, on va en couvrir 5. J'aimerais rappeler la raison de cette série. Je tiens avant tout faire une chose, c'est à informer lorsque vous êtes avec des enfants en forêt ou en montagne ou avec des amis et surtout des enfants, ne vous éloignez pas. Restez ensemble, car le pire peut arriver, surtout pour ceux qui aiment voyager aux États-Unis et visiter les parcs nationaux. Du reste, qui sont absolument magnifiques. Mais quand vous partez, mais que ce soit en France ou ailleurs, hein, il faut vraiment faire très attention. Donc, en fait, je vais approfondir certains aspects qui font des cas Missing 411, des cas absolument extraordinaires, proprement
impossibles à déchiffrer ou même à comprendre. Il est important de noter que les cas Missing 411 sont très anciens. Et des cas expliqués, racontés par les Indiens d'Amérique, font froid dans le dos et remontent à des temps anciens. On parle du 18e, 17e siècle. Un auteur qui travaille également dans les mêmes proportions que David Paulides a estimé qu'il y avait des cas de disparition extrêmement étranges qui remontent en Europe, mais également en Inde au 15e ou 16e siècle. Donc ce sont les cas Missing 411 ne sont pas récents en tant que tels. On s'en aperçoit de manière récente. Pourquoi? Parce qu'il y a une accélération du nombre de disparitions et que la communication faisant que aujourd'hui tout le monde en parle. Donc maintenant on va aborder des éléments qui font de Missing 411 des cas extrêmement troublants. Premièrement, le moment de la séparation. Le moment de séparation est extrêmement important parce que les victimes disparaissent souvent en un clin d'œil. Même sous la surveillance de proches. Par exemple, des enfants jouent à quelques mètres de leur famille, s'évaporent littéralement. Une personne, quelquefois vue par des caméras de surveillance, peuvent disparaître en un instant, alors qu'absent pendant 3 ou 4 minutes à peine. Et cela n'arrive pas qu'aux autres. Le petit frère d'un ami avec qui j'ai étudié aux États-Unis a disparu dans des circonstances très très étranges. Donc, il était dans une soirée, il est sorti prendre une cigarette, il s'est retrouvé à courir dans la forêt, on ne sait pas pourquoi, poursuivi par quelque chose. Et en voulant appeler, la communication qu'il avait avec la personne s'est coupée et on l'a retrouvé. Donc il a complètement disparu. Les gens dans la soirée ont cherché le petit frère de mon ami. Impossible de le retrouver, il a disparu pendant 2 ou 3 mois. Il a été retrouvé flottant dans un marécage. Et alors que le corps, le docteur légiste a examiné le corps et a estimé que le corps n'était que depuis 2 ou 3 jours immergé dans l'eau. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 mois, où était-il? Alors que le médecin légiste affirme que la personne n'était morte que depuis quelques jours. C'est absolument fou. Donc c'est pour ça que je dis que ça n'arrive pas qu'aux autres. Ok, il faut faire très attention. Moi-même qui ai des enfants, quand je vais quelque part en forêt, j'aime bien aller en forêt, me promener et autres, je fais très attention. Deuxièmement, la disparition instantanée. Des témoins rapportent des disparitions en pleine vue, comme si la personne avait été, comment dirais-je, aspirée hors de notre réalité. Aucun cri, aucune trace, juste un silence glaçant comme si la végétation, le vent ou la faune, que tout s'était arrêté, tout était devenu silencieux autour d'eux. Quelquefois, il fut suggéré qu'un tueur en série pourrait être impliqué dans des disparitions. Toutefois, il est très efficace. Il ne laisse aucun indice, aucune trace, est très efficace et très ancien. Les cas les plus anciens de Missing 411 rapportés par David Paulides remontent vers la fin du 19e siècle. Mais comme je le disais, il y a une personne qui estime qu'il y a des cas qui remontent au 15e, au 16e siècle. Mais les Indiens aussi d'Amérique qui collaborent avec David Paulides remontaient déjà des expériences, comme je le disais, à la fin du 19e et qui pourraient être cataloguées comme Missing 411. Donc, mais il y a aussi d'autres théories. On dit ça peut être le cas d'une prédation animale, donc un animal comme un cougar, un ours. Un animal attaquant un humain laisserait des traces de sang et de vêtements déchirés ou de chaussures perdues, mais on retrouve quelquefois les vêtements pliés et propres, comme s'ils avaient été passés au pressing. C'est ça qui est absolument frappant. Il y a des cas, vous verrez des cas dans les épisodes 3 ou 4, c'est absolument ahurissant. Donc, troisièmement, le changement de météo soudain. Dès que les recherches commencent, le temps se déchaîne. Tempête de neige, pluie torrentielle ou brouillard dense, rendant les opérations de recherche quasiment impossibles ou extrêmement difficiles. Ce qui veut dire que ça ralentit les recherches, ça ralentit la possibilité de retrouver la personne, mais comme s'il y avait une manipulation du temps et ou de la météo qui est absolument frappant. Quatrièmement, l'échec des chiens pisteurs et des chiens chercheurs de cadavres. J'en avais déjà parlé dans la partie 1, mais ce qui veut dire que même les chiens spécialisés, pisteurs ou chercheurs de cadavres, alors faut comprendre ce que ça veut dire. Des chiens qui sont éduqués pour faire de la piste, rechercher des pistes ou chercher des cadavres, sont des chiens qui sont excités par la recherche. C'est pas quelque chose qu'ils voient comme un travail, ils voient ça comme un amusement.
Donc ils sont utilisés par leur capacité à retrouver des pistes de cadavres ou des pistes d'une personne qui a disparu. Et l'excitation est là, c'est-à-dire qu'ils ont l'envie de chercher. Sauf que ils échouent manifestement à détecter une odeur, comme si la victime n'avait jamais existé, ou comme si la victime n'avait jamais été, comme si la victime n'avait jamais existé dans la localisation où ils sont. De plus, même dans le cas d'une chute fatale ou d'une prédation animale, la victime sera retrouvée par des chiens chercheurs ou des chiens ou même des chiens chercheurs de cadavres retrouveraient la trace du corps. Mais là, absolument rien. Après, il y a des retrouvailles impossibles. Il y a des disparus qui sont soit jamais retrouvés. On retrouve certaines de leurs affaires, mais on retrouve des manteaux, on retrouve des chaussures, on retrouve des sacs avec toutes leurs affaires dedans. Soit elles ne sont jamais retrouvées, soit elles sont découvertes dans des zones déjà fouillées, sans explication sur leur parcours. Alors, il est important de noter une chose avant de rentrer dans les cas. Il est important de noter que David Paulides, quand il qualifie un cas Missing 411, avant de qualifier cette disparition d'inexpliquée, certains filtres sont utilisés. Il ne prend pas en considération les cas de prédation animale, parce que ça existe. Des ours qui attaquent, qui tuent des gens, ou même des meutes de loups, ça peut exister, ou des cas de chiens sauvages, ça peut exister. Aucun cas de violence humaine, aucun cas concernant des personnes souffrant de maladies mentales ou de gens qui disent ah j'ai envie de disparaître, qui sont dans des cas de dépression importante. Il ne prend pas ces cas-là en considération. Maintenant, nous allons aborder 5 cas manifestes de Missing 411 concernant de jeunes enfants. Le but de cette séquence n'étant pas de faire des vues, mais d'alerter les parents que nous sommes, ou comme je le suis, de faire attention surtout aux plus jeunes quand vous vous promenez en forêt ou allez faire du camping. Bon voilà, chers amis, nous allons commencer avec le cas numéro 1, le cas de la mystérieuse disparition de Bobby Punknin, le 3 août 1963. Donc ce que vous verrez, c'est que je vais donner un peu plus de détails sur le contexte donc de ces cas, pour vous donner vraiment une vue d'ensemble. Okay, pour pas que ce soit, si je vais trop rapidement, vous ne comprendrez pas le contexte assez étrange. Et donc il y a pas mal de détails à donner avant d'aller vers nos conclusions du cas en fait. Donc nous allons couvrir donc 5 cas. Okay, donc là maintenant c'est le cas de Bobby Punknin, le 3 août 1963. Donc le 3 août 1963, Bobby Punknin, un garçon de 4 ans, a disparu dans des circonstances troublantes lors d'un voyage en camping avec sa famille au Deep Lake Resort. Alors que des fois j'utilise des termes en anglais parce que resort, je saurais pas comment le qualifier en fait en français, mais un resort c'est comme un ensemble où on permet d'accueillir des gens pour faire du camping. Donc c'est un centre de camping, je sais pas comment appeler ça autrement. Donc le Deep Lake Resort, situé dans le comté de Stevens, dans l'État de Washington. Ce cas reste l'un des plus énigmatiques et inexpliqués de l'histoire des disparitions en milieu sauvage ou de type Missing 411. Donc quel est le contexte familial et les circonstances? Donc Bobby vivait à Spokane avec ses parents Howard et Edna Punknin et ses 3 frères Ted 13 ans, Billy 10 ans et Jim 6 ans, comme vous pouvez voir la photo. La famille avait déménagé dans la région depuis le Wyoming en juillet 1962 après que Howard eut pris sa retraite de l'Air Force. Bobby était décrit comme un enfant bien élevé, curieux et fasciné par les cow-boys et les parades. Il souffrait d'allergie au chocolat et était sujet à des infections sévères aux oreilles et aux bronches. Le 1er août 1963, la famille est arrivée au Deep Lake Resort pour camper. Le dimanche 3 août, Howard et Ted sont partis pêcher tandis qu'Edna, accompagnés de Bobby, Bill et Jim, ont décidé de faire une courte randonnée sur un chemin de bûcheron près du lac. Vers midi, alors qu'ils marchaient sur le sentier, Bill a entendu un bruit provenant d'une petite chute d'eau à proximité. Curieux, il a demandé à sa mère s'il pouvait aller voir. Edna a accepté et lui a demandé à Jim de rester avec Bobby sur le sentier pendant qu'elle suivait Bill. Cependant, Jim n'a pas obéi et suivit sa mère et son frère vers la chute d'eau
situé environ à 150 mètres du sentier. Il n'était parti que quelques minutes, alors qu'ils sont revenus sur le chemin où Bobby avait été laissé seul. À leur grande surprise et inquiétude, Bobby avait disparu. Donc les recherches intensives. Dès l'après-midi du 3 août, les campeurs locaux ont commencé à chercher Bobby. Le shérif du comté de Stevens, Albert Dutch Alter, a été appelé avant la tombée de la nuit pour organiser une recherche officielle. Donc il y a des premiers efforts. Des chiens pisteurs ont été introduits pour suivre l'odeur de Bobby à partir de ses chaussures. Les chiens ont suivi une piste sur quelques kilomètres avant de s'arrêter brusquement à une bifurcation du chemin. Ce phénomène s'est produit 2 fois avec différents chiens en fait. Il y a eu des chiens pisteurs et des chiens chercheurs de cadavres. Et les 2 cas, ils sont arrêtés à cet endroit précis. Il y a eu une participation massive. La recherche a mobilisé jusqu'à 4000 volontaires pendant 9 jours, faisant de cette opération l'une des plus grandes jamais organisées dans le comté. Des habitants locaux, des campeurs, des forestiers, même des chasseurs spécialisés dans les cougars et les ours ont participé aux recherches. Les techniques utilisées, des cavaliers ont exploré des zones fréquentées par les ours, tandis que des plongeurs ont sondé le lac Deep Lake. Des avions ont survolé la région boisée pour repérer des indices depuis les airs. Malgré ces efforts considérables, aucune trace tangible de Bobby n'a été retrouvée, ni empreinte de pas. Il était pieds nus, 4 ans, et ni vêtements abandonnés, rien. Quelles sont les théories qui sont avancées? Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer la disparition de Bobby. Attaque d'un animal sauvage. Certains enquêteurs ont suggéré qu'un prédateur comme un cougar ou un ours aurait pu attaquer Bobby. C'est une autre théorie pour moi improbable, évoquait même la possibilité qu'un aigle ait enlevé l'enfant. Il pesait environ 30 livres, donc environ, on va dire 15 kilos. Cependant, aucune preuve concrète ne soutient ces idées, ni de prédation animale, ni qu'un aigle ait pu prendre l'enfant. Un enlèvement. Bien que possible, cette hypothèse est jugée peu probable, étant donné l'isolement du site et l'absence d'autres personnes ou véhicules dans les environs au moment de la disparition. Une perte accidentelle. Il est également possible que Bobby se soit égaré dans la forêt dense et collineuse autour du lac Deep Lake. Cependant, le manque total d'indices rend cette théorie difficile à confirmer. Et puis un enfant qui n'avait pas de chaussures, un enfant de 4 ans ne peut pas aller très loin. Ne peut pas aller sur plusieurs kilomètres pieds nus dans une forêt qui est assez rude en fait. L'impact émotionnel et héritage. La disparition de Bobby a profondément marqué sa famille, comme vous pouvez imaginer. Moi, ça me fait toujours extrêmement mal quand je vois des enfants disparaître, parce que la tristesse et l'absence de réponse c'est absolument destructeur. Donc, naturellement, ça n'a pas marqué que la famille. Le shérif Alter, qui a conservé une photo du garçon sous son bureau jusqu'à sa retraite en 1971, a été profondément marqué. Il dit que lui-même, c'est la plus grande perte qu'il a eue dans son histoire de service, et il ne comprend absolument pas les conditions dans lesquelles l'enfant a disparu. Edna Panknin portait également une copie de cette photo jusqu'à son décès en 1998. Des décennies plus tard, des espoirs sporadiques ont émergé lorsque des restes humains ou des objets suspects étaient découverts dans la région. Cependant, aucun lien avec Bobby n'a jamais été établi. Il n'a jamais été retrouvé. En conclusion, le cas de Bobby Panknin reste non résolu malgré l'une des recherches les plus intensives jamais menées dans l'histoire de comté de Stevens. Ce mystère illustre les caractéristiques troublantes des disparitions inexpliquées en milieu sauvage. Donc c'est pour ça que je dis que faites attention quand vous êtes avec des enfants, restez avec eux, ne les laissez pas s'éloigner. Et donnez la main, même s'il ne veut pas donner la main, vous prenez la main et vous gardez la main. On voit bien une séparation momentanée, une disparition instantanée sans trace, et échec total des recherches malgré des moyens considérables. Donc voilà ce que je pouvais dire sur Bobby Panknin. Donc on va maintenant regarder un autre cas. Donc, continuons avec le cas numéro 2, la mystérieuse disparition de James Duffy Jr. le 19 octobre 1973. Donc, James Duffy Jr., aussi appelé Jimmy. Donc, le cas, donc, quand vous cherchez sur Internet, c'est soit James Duffy Jr. ou bien Jimmy Duffy. Donc, Jimmy Duffy était un garçon de 2 ans qui a disparu dans des circonstances inexplicables le 19 octobre 1973
alors qu'il campait avec sa famille à Peavine Creek, près de la rivière de Little Whitnashie, dans l'État de Washington. Ce cas étudié par David Paulides dans le cadre du projet Missing 411 reste aussi l'un des cas les plus troublants en raison des détails qui défient toute explication rationnelle. Quel est le contexte et les circonstances? Jimmy était en camping avec ses parents, Carol et James Duffy Sr., un capitaine réserviste de l'armée basé à Tacoma, ainsi que sa sœur cadette. La famille avait garé son camping-car dans une zone reculée et isolée. Les enfants dormaient à l'intérieur du véhicule, accompagnés de 3 chats domestiques. Vers 14h, les parents se sont éloignés à environ 200 mètres pour ramasser du bois pour le feu. Selon certains récits, ils étaient partis depuis quelques minutes, tandis que d'autres indiquent qu'ils étaient absents pendant environ 15 minutes. Donc, vous savez, souvent dans les disparitions, les parents se sentent coupables, essayent de réduire leur culpabilité quelque part. C'est pas un sentiment de vouloir cacher quelque chose, mais de réduire leur culpabilité en se disant non, on est parti très rapidement. Ils sont peut-être partis 20 minutes ou 15 minutes, mais bon, pour réduire leur culpabilité, ils disent on est parti quelques minutes. On cherche du bois, ça prend pas 3 minutes. Hein. Donc, soudain, ils ont entendu un cri strident qu'ils ont décrit comme celui d'un enfant blessé. Ils sont immédiatement revenus au camping-car. À leur arrivée, ils ont constaté que la porte du véhicule, qui était supposée être verrouillée ou fermée, était désormais ouverte. Leur fille cadette dormait toujours à l'intérieur, tout comme les 3 chats, perchés sur une étagère. Cependant, Jimmy avait disparu sans laisser de traces. Donc les recherches. L'alerte a été donnée rapidement grâce à une radio CB, vous savez les radios qu'on trouve chez les routiers et autres. Donc dès le lendemain matin, le samedi 20 octobre 1973, une vaste opération de recherche a été lancée avec environ 200 volontaires, comprenant le shérif local, des équipes de recherche et sauvetage, des résidents et des chasseurs. Les recherches initiales ont couvert plusieurs kilomètres autour du camping-car et se sont étendues avec l'aide d'hélicoptères pour rechercher et explorer les zones difficiles d'accès. Malgré ces efforts intensifs, aucune trace de Jimmy n'a été trouvée, ni empreinte de pas, ni vêtements abandonnés, ni signe d'un animal ou d'une activité humaine suspecte. Le lundi 22 octobre, les recherches se poursuivaient encore, mais sans aucun indice concret. Le shérif a déclaré qu'il était probable que Jimmy ait été kidnappé en raison de l'inaccessibilité de la zone et qu'une attaque animale semblait également improbable. Après une semaine sans résultat, les recherches officielles ont été abandonnées, bien que certains volontaires aient continué leurs recherches informellement. Donc quels sont les éléments troublants? La disparition instantanée. Jimmy a disparu en un laps de temps extrêmement court sans laisser aucune trace visible. Aucune piste détectable. Les chiens pisteurs et les équipes spécialisées n'ont pas réussi à trouver la moindre trace de Jimmy dans la région. Le comportement des animaux. Les 3 chats domestiques du camping sont restés immobiles malgré la porte ouverte. Un comportement inhabituel selon Carol Duffy qui a noté que les chats auraient normalement fui si quelque chose avait ouvert la porte. Une location inaccessible. La zone était éloignée, difficile d'accès pour tout intrus potentiel ou animal sauvage. Quelles sont les théories possibles? Plusieurs hypothèses ont été avancées pour expliquer cette disparition. Un enlèvement humain, bien que peu probable en raison de l'isolement du site et de l'absence d'autres véhicules ou personnes dans les environs. Certains pensent qu'un individu aurait pu enlever Jimmy sans éveiller les soupçons et disparaître de manière extrêmement troublante ou extrêmement rapide. Et l'enfant aurait crié ou bien l'enfant aurait été... certains éléments auraient prouvé un enlèvement. Une rencontre avec un animal sauvage. Une attaque par un prédateur tel qu'un cougar ou un ours est envisagée mais semble improbable vu le fait que les animaux n'ont pas réagi et qu'il n'y a pas eu de traces de bouleversement dans la cabine où étaient les enfants. D'autres enfants dormaient, donc il n'y avait aucun autre problème. Sinon, un ours qui rentre dans une cabine, il saccage tout en fait. Donc cette hypothèse semble vraiment improbable. Et aussi une absence totale de traces ou de perturbations autour du camping-car.
phénomènes inexpliqués. David Paulides suggère que ce cas pourrait s'inscrire dans une série de disparitions liées à des phénomènes mystérieux ou paranormaux. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est que près de 5 décennies après la disparition de Jimmy Duffy, aucune réponse n'a été trouvée pour expliquer ce qui s'est passé ce jour-là à Beaver Creek. Ce cas reste emblématique des caractéristiques troublantes des disparitions Missing 411. Encore une fois, séparation momentanée, disparition instantanée sans laisser de traces, échec total des recherches malgré des moyens considérables. Jimmy Duffy est toujours porté disparu et son cas demeure une énigme qui continue d'interroger ceux qui s'intéressent aux disparitions inexpliquées dans les milieux sauvages. Donc maintenant, continuons sur le cas numéro 3. C'est le cas de Steve Martin qui a disparu le 16 août 1975. Alors, différemment des 2 autres cas précédents, nous avons vu avec un enfant de 4 ans, un enfant de 2 ans. Voici maintenant un adolescent de 15 ans. Donc, ce que je veux démontrer ici, c'est que, bon, il y a d'autres cas avec des enfants aussi jeunes, à 2 ans, 10 ans, mais je voulais montrer que même les adolescents peuvent disparaître, et des adolescents en bonne santé. Donc, le 16 août 1975, Steve Martin, âgé de 15 ans, a disparu sans laisser de traces à proximité du Petit Lac, dans la région sauvage des North Cascades, dans l'État de Washington. Son affaire demeure l'une des disparitions les plus déroutantes figurant dans les dossiers Missing 411. Donc cette compilation de disparitions. Okay. Donc Steve était un adolescent robuste et athlétique qui exerçait la profession de guide de chasse et possédait une connaissance approfondie de la nature sauvage. Il avait été donc en camping avec son beau-père Bill Martin et un ami de la famille Jim Stevens à proximité de Rainy Pass lorsqu'il a disparu dans des circonstances mystérieuses. Donc le jour de la disparition, le groupe avait établi son campement à proximité du Petit Lac, un lac alpin isolé situé dans la partie sauvage de Glacier Peak. Le matin du 16 août, Steve et Jim se mirent en route pour explorer la région à la recherche de chèvres de montagne, tandis que Bill demeura et resta au camp. Vers midi, Steve et Jim se séparèrent. Steve descendit vers le lac, tandis que Jim poursuivit son chemin le long d'une crête. Ils ont convenu de se retrouver au camp ultérieurement. Steve a été aperçu pour la dernière fois en direction du Petit Lac. Lorsqu'il ne rentra pas le soir, Jim et Bill commencèrent à le chercher. À la tombée de la nuit, il n'y avait toujours aucun signe de sa présence. Les efforts de recherche. D'importantes opérations de recherche, tant au sol qu'aériennes, ont été menées au cours des jours suivants, mobilisant des hélicoptères, des chiens de recherche et des centaines de secouristes. Aucune empreinte, vêtements ou objet personnel n'a jamais été découvert. La recherche a été interrompue après 10 jours en l'absence de piste. Détails étranges. Aucune trace de Steve. En dépit des recherches approfondies, aucune preuve de la présence de Steve n'a jamais été découverte, pas même une chaussure, un sac à dos ou un os. C'était un homme de plein air, expérimenté. Steve, malgré son jeune âge, connaissait parfaitement les régions où il était peu probable qu'il se perde. On retrouve aucune trace d'attaque animale, aucune trace de lutte ou de prédation animale n'a été observée. Les conditions météorologiques étaient claires, aucune tempête ni conditions sévères ne pouvaient justifier sa disparition. Observation d'un éventuel ovni, donc il y a pas mal de disparitions qui sont liées avec des gens qui observent des ovnis, et surtout dans l'Ouest canadien, dans l'Ouest canadien ou l'Ouest américain, il y a une concentration extrêmement importante d'ovnis qui sont observés. Et donc certaines déclarations évoquent des lumières inhabituelles dans la région aux alentours au moment de sa disparition, bien que cela demeure aujourd'hui toujours non confirmé. Mais il y a certaines rumeurs ou certains témoignages qui affirment avoir vu des lumières étranges. Théories et spéculations. Enlèvement. Certains estiment qu'il est possible que Steve ait été enlevé, bien que l'emplacement isolé rende cette hypothèse peu probable. Une attaque animale. Un puma ou un ours aurait pu l'emporter. Cependant, aucune trace de ces restes n'a jamais été retrouvée, ni trace de sang, parce qu'une attaque animale génère naturellement une scène
assez horrible, avec du sang, une trace de lutte, parce qu'un enfant de 15 ans va se défendre face à un animal. Si un cougar, ça pèse 60-70 kilos, mais ça reste un gros chat, un gros chat, mais il y a souvent des attaques de cougars sur des humains. Il y a des bagarres extrêmement importantes, notamment un homme qui a récemment combattu un cougar dans les montagnes de Los Angeles, et il a tué un cougar de ses mains nues, avec des blessures très graves, mais il s'est quand même défendu. Une situation surnaturelle ou inexpliquée. En raison de l'absence de preuves, certains émettent des hypothèses concernant des forces paranormales, des phénomènes interdimensionnels, voire l'existence du Bigfoot, que vous verrez avec le cas de Dennis Martin. Un jeu déloyal. Certains soupçonnent que Jim ou Bill pourraient être impliqués. Néanmoins, aucune preuve ne vient étayer cette hypothèse. Donc, quelle est la connexion Missing 411? Donc, le cas de Steve correspond au profil des disparitions évoquées dans le cadre du phénomène Missing 411. Un jeune homme en bonne santé. Il a disparu à proximité d'une étendue d'eau. Donc, c'est aussi un autre élément qui fait partie des cas Missing 411 que je n'ai pas mentionné, mais qui est la proximité souvent des étendues d'eau, donc notamment du petit lac. Aucune trace retrouvée malgré des recherches approfondies. Un emplacement isolé en pleine nature. Sa disparition demeure non résolue. Sa famille n'a jamais obtenu de réponse. L'affaire continue de susciter l'intrigue parmi les chercheurs, les randonneurs et les passionnés de phénomènes paranormaux. Quelles sont les réflexions finales? Steve Martin est-il tombé dans une crevasse dissimulée? A-t-il été emporté par un animal? Ou bien s'est-il produit quelque chose de plus mystérieux? En l'absence de preuves, son destin reste l'un des mystères les plus troublants de la nature sauvage du nord-ouest pacifique américain. Alors maintenant, attaquons le cas numéro 4. Vous avez pu voir dans le cas numéro 3, je n'ai pas de photo de Steve Martin, parce que Steve Martin est un acteur très connu, mais Steve Martin, dont on parlait juste avant, était vraiment un jeune homme qui n'était pas très connu, donc je n'ai pas réussi à retrouver une photo de Steve Martin. Par contre, j'ai une photo de Dennis Martin, parce que Dennis Martin, c'est vraiment le cas numéro 4 que nous allons voir maintenant. C'est un des cas les plus énigmatiques de l'histoire de Missing 411. Alors, pour une raison très simple, c'est parce que d'une part, Steve Martin, c'est un cas qui remonte au 14 juin 1969, donc c'est un cas relativement ancien. Et Steve Martin était âgé de 6 ans. Il a disparu sans laisser de traces dans la forêt du parc national des Great Smoky Mountains. Les Great Smoky Mountains, c'est un parc national. Oui, c'est là où se passe beaucoup de disparitions. Donc, et son affaire demeure l'une des disparitions les plus troublantes et minutieusement examinées dans le cadre des récits liés au phénomène Missing 411. Ce qui rend l'affaire de Dennis Martin particulièrement troublante, ce sont les multiples témoignages oculaires, donc des gens qui ont vu, concernant une figure mystérieuse de type hominidé, qui fait penser à un Bigfoot, aperçue dans la région. L'implication sans précédent du FBI et des forces militaires, ainsi que le fait que Dennis ait disparu, se soit évaporé sous le regard de son père, ne laissant aucune trace en l'espace de quelques secondes, littéralement. Le jour de la disparition, Dennis Martin, donc, qui était en famille, il participait à une excursion de camping à l'occasion de la fête des pères, en compagnie de son père, William Bill Martin, de son grand-père, Kyle Martin, ainsi que d'une autre famille, également nommée Martin, qu'ils avaient rencontré sur le chemin, qui avait amené également leur jeune fils. Les deux garçons, Dennis et l'autre enfant de la famille Martin, s'adonnaient à une partie de cache-cache à proximité de Spence Field, une prairie isolée et située en altitude autour d'une dense forêt. Quels sont les derniers instants? Vers 16h, Dennis s'est accroupi derrière un buisson, se préparant à surgir pour surprendre son camarade de jeu. Son père, Bill, l'observait dans sa direction, ne détournant le regard que brièvement. Lorsqu'il se retourna, Dennis avait disparu. La seconde famille Martin, qui a confirmé que leur fils avait été en train de jouer avec Dennis Martin,
confirment que Dennis était là un instant et l'instant après, il avait disparu. Ils ont rapporté que les deux garçons étaient à la vue des adultes. Les adultes étaient là, à côté, étaient assis, observaient les enfants jouer, rendant presque impossible que Dennis se soit éloigné sans être remarqué. Malgré une recherche immédiate, aucun signe de sa présence n'a été décelé, ni cri, ni bruissement dans les buissons. Absolument rien. Le père Bill Martin a parcouru presque 3 kilomètres à pied en recherchant dans la direction où possiblement son fils aurait pu partir. Aucune trace de Dennis Martin. Maintenant, il y a l'observation mystérieuse d'un hominidé. À peine 20 minutes après la disparition de Dennis Martin, 2 chasseurs, Harold Key et son fils, firent état d'une observation pour le moins étrange. Une silhouette imposante. En fait, il cherchait à observer des ours. Il chassait, mais il chassait autre chose que des ours. Et il voulait quand même observer des ours à distance. Et en voulant observer les ours, ils avaient demandé à une personne sur le chemin. Oh, avez-vous vu des ours? Quelqu'un lui dit, vers là-bas, j'ai vu 1 ou 2 ours. Vous pouvez les voir si vous remontez un peu dans cette direction. Et en remontant dans cette direction, ils ont observé une silhouette imposante, velue et semblable à celle d'un grand singe, se déplaçant rapidement à travers les arbres. L'hominidé a pu voir que quelqu'un l'observait et s'est caché. Donc les 2 personnes ont pu observer que la créature portait quelque chose en bandoulière, que l'on avait d'abord pris pour un sac, mais qui a ensuite suscité des interrogations quant à la possibilité qu'il s'agisse d'un enfant. La famille Key l'a décrit non pas comme un ours, mais plutôt comme une entité se déplaçant de manière humaine. Cette observation a été prise très au sérieux par les enquêteurs, suscitant des spéculations quant à l'implication de Bigfoot ou d'un autre hominidé inconnu. Encore une fois, on entend toujours cette légende, on va dire rurale ou forestière face au Bigfoot ou ce type d'hominidé. Mais là, souvent, on qualifie les gens d'irrationnels quand ils parlent de ça. Mais là, ça a été pris très au sérieux. Donc, et ce qui est étrange, c'est l'implication et la recherche du FBI. Le FBI, le Federal Bureau of Investigation, ne contribue jamais aux recherches de disparition. Jamais, jamais, jamais. Là, on voit que la recherche de Dennis est devenue l'une des plus importantes de l'histoire des parcs nationaux, avec des ressources sans précédent qui ont été mobilisées. Donc le FBI, il y a une réaction atypique des forces de l'ordre, ce qui est étrange. Le FBI a immédiatement pris en charge l'affaire, ce qui constitue une exception dans le cadre des recherches d'enfants dans des zones sauvages. Le FBI ne contribue jamais aux recherches d'enfants disparus. Des forces des Green Beret de Fort Bragg ont été dépêchées pour mener des recherches classifiées, suscitant des rumeurs d'une éventuelle dissimulation militaire, parce qu'ils refusaient aussi de communiquer ou de participer ou de collaborer avec les recherches officielles des Search and Rescue qui d'habitude cherchent les enfants disparus. Et là, ils cherchaient de leur côté, mais ne voulaient pas contribuer aux recherches des autres et ne voulaient pas partager leurs informations. Les chiens de recherche n'ont pas réussi à détecter une odeur, comme d'habitude, dans les cas Missing 411, comme si Dennis avait été soulevé du sol et avait disparu d'un coup. Des recherches terrestres et aériennes d'envergure. Plus de 1400 membres du personnel de Search and Rescue ont minutieusement exploré la recherche pendant plusieurs semaines. Les hélicoptères équipés de capteurs infrarouges n'ont détecté aucune signature thermique, aucun vêtement, empreinte ou reste n'a jamais été retrouvé. Théorie et spéculation. L'enlèvement par un homme sauvage. L'observation d'un hominidé velu suggère la possibilité qu'un Sasquatch ou un Bigfoot ou qu'un humain sauvage ait enlevé Dennis. Certains chercheurs estiment que ces créatures pourraient être à l'origine d'autres cas de disparition relevés dans le cadre du phénomène Missing 411. Dissimulation militaire. L'implication des Green Beret a donné lieu à des théories selon lesquelles ils auraient découvert quelque chose, un système de grotte, une activité illégale, ou même des preuves d'un phénomène inconnu qui n'a jamais été divulgué. Une situation surnaturelle ou interdimensionnelle, la disparition instantanée, l'absence de preuves s'accordent avec les théories paranormales.
Certains avancent l'hypothèse selon laquelle Dennis aura pu pénétrer dans un passage interdimensionnel. Ou est-ce le trafic d'êtres humains ou d'un prédateur? Bien que cela semble peu probable en raison de l'emplacement isolé, certains émettent l'hypothèse d'un chasseur dérangé ou d'un ermite ou d'un personnalité sauvage qu'on appelle des feral humans qui pourraient l'avoir enlevé. Tout ça reste extrêmement théorique, mais la disparition est absolument, je veux dire, extraordinaire. La manière dont l'enfant disparaît sous le regard des parents, c'est fou. Le profil des cas de disparition inexpliqués, donc il rentre dans ce cadre-là finalement. Le cas de Denise correspond à tous les principaux schémas des disparitions répertoriées dans le cadre de Missing 411. Enfant en bas âge, de moins de 10 ans, disparu à proximité d'une crête, d'une limite forestière, en proximité des parents. Aucune trace retrouvée malgré d'importants efforts de recherche. Les chiens ont immédiatement perdu la piste. Observation d'un hominidé étrange le même jour. Une implication atypique du FBI et des forces militaires. Quelles sont les réflexions finales? L'affaire de Dennis Martin demeure l'un des mystères non résolus les plus troublants de l'histoire des parcs nationaux. Et c'est l'histoire qui est la plus emblématique de Missing 411. De par toutes les conditions qui sont réunies qui rendent cette disparition totalement étrange. Une créature l'a-t-elle emporté? Est-il tombé dans une grotte dissimulée? Y avait-il quelque chose d'autre encore plus sinistre en jeu? Donc c'est impossible de donner une réponse. Maintenant abordons le dernier cas. Le cas numéro 5, c'est la disparition de Theodore Teddy, entre guillemets, Beer. C'est une affaire éprouvante de personnes disparues dans le catalogue Missing 411. Donc, quel est le contexte? Le 5 octobre 1953, Theodore Teddy Beer, âgé de 3 ans, a disparu dans des circonstances mystérieuses à proximité du lac Huntington, en Californie, au sein de la forêt nationale de Sierra. Son affaire demeure l'une des disparitions les plus troublantes répertoriées dans le cadre du phénomène Missing 411, se caractérisant par un véhicule verrouillé, une disparition soudaine et une recherche approfondie qui se conclut de manière tragique. Teddy se trouvait en compagnie de sa famille lors d'une expédition de chasse lorsqu'il a disparu dans des circonstances qui défient toute explication logique. Donc le jour de la disparition. Le père de Teddy, Theodore Beer Sr., avait emmené son fils lors d'une excursion de chasse près de Kaiser Pass Road, une région montagneuse isolée. Donc, quels sont les événements qui ont conduit à la disparition? Il y a naturellement son père qui conduit, qui fait un arrêt au camping. Aux alentours de 15 heures, Monsieur Beer Sr. a stationné le véhicule à proximité d'un terrain de camping afin d'observer des cerfs. Il a laissé Teddy endormi sur le siège arrière de la voiture verrouillée avec les fenêtres fermées. Le père affirma lorsqu'il était absent pas plus de 20 minutes. Lorsque Monsieur Beer est revenu, la voiture était toujours verrouillée, mais Teddy avait disparu. Aucune trace d'effraction n'a été constatée, ni verre brisé, ni éraflure sur les portières. La zone environnante ne présentait aucune empreinte dans la terre, où c'est les aiguilles de pin, ni aucune, abrasion du tissu, forestier qui était proche de la voiture. Donc aucune trace de bouleversement dans l'environnement proche de la voiture. Effort de recherche immédiat. Donc Monsieur Beer effectuait une recherche frénétique dans les environs, appelant Teddy à haute voix. Lorsque aucune trace n'a été découverte, il se rendit à une station de garde forestier à proximité afin de solliciter de l'aide. Une opération de recherche massive, des centaines de chercheurs, comprenant des agents de forêt, des militaires et des bénévoles ont minutieusement exploré la zone. Des chiens de traîneau ont été mobilisés lorsqu'ils n'ont pas réussi à détecter l'odeur de Teddy, comme s'il n'avait jamais quitté le véhicule. Donc ils se restent proches du véhicule en disant que l'enfant est là, et qu'il n'a pas quitté le véhicule. Les hélicoptères ont survolé le terrain accidenté, mais aucun indice concernant le garçon n'a été découvert. Il y a des événements étranges. Certaines personnes en quête du garçon ont rapporté avoir entendu de faibles pleurs d'un enfant dans les bois, mais les sons cessaient soudainement lors des investigations proches de l'environnement où ils avaient entendu les bruits. Quelques témoins ont affirmé avoir aperçu des figures ombreuses, des ombres
ce déplacement à travers des arbres dans la forêt. Cependant, aucune preuve tangible n'a jamais été établie. La découverte tragique. Après 4 jours de recherche, le corps de Teddy a été découvert. Dans un emplacement situé environ à 2,4 km du véhicule, dans une zone qui avait déjà été explorée à plusieurs reprises. Condition, il était partiellement dénudé, vêtu uniquement d'un t-shirt allongé sur le ventre, à proximité d'un ruisseau. Aucune cause de décès évidente, il n'y avait aucune trace d'animaux, aucun signe de traumatisme, et à l'exposition à elle seule ne pouvait expliquer de manière satisfaisante son décès. Donc quand on dit l'exposition, en anglais on dit exposure, quand on est exposé en fait aux événements de la nature, ça veut dire le froid, le vent, la pluie, mais il n'y avait aucun élément tel que ces éléments climatiques qui peuvent avoir un effet sur l'hypothermie et ce genre de choses. Il n'y avait rien. Donc des éléments inexpliqués. Comment est-il parvenu à cet endroit? Un enfant de 3 ans qui dormait. La distance était trop importante pour un enfant de 3 ans, naturellement, qui puisse marcher seul, en particulier dans une forêt dense. Aucune empreinte ne menait au corps. Pourquoi n'a-t-il pas été retrouvé plus tôt? La zone avait été minutieusement explorée, y compris par des chiens spécialement entraînés. Et rien n'avait été retrouvé. Il y a des vêtements manquants. L'absence de chaussures et de pantalons est fréquente dans les affaires de Missing 411, lorsque vous le verrez au fur et à mesure des parties que nous couvrirons, suggérant souvent un déshabillage induit par l'hypothermie, parce que souvent l'hypothermie, quand c'est une fausse impression, les gens, il fait froid, et quand l'hypothermie kicks in, donc ça veut dire prend place, en général les gens ont tendance à se déshabiller, on a l'impression d'avoir chaud, mais en réalité c'est un froid intense qui génère cette sensation. Donc les signes de l'hypothermie font que les gens se déshabillent. Toutefois, les conditions météorologiques n'étaient pas suffisamment extrêmes, suffisamment froides ou venteuses pour justifier pleinement un phénomène d'hypothermie qui aurait pu se passer pour l'enfant. Et un enfant de 3 ans qui se déshabille, impossible. Théorie et spéculation d'enlèvement. Certains estiment que Teddy a été enlevé par une personne ou une entité, puis par la suite l'a abandonné. L'absence de traces et d'odeurs viennent corroborer cette possible théorie. Il y a aussi une théorie surnaturelle ou interdimensionnelle. Donc, comme d'autres disparitions comme celle de Dennis Martin, on prend les affaires qui sont inscrites dans ce type de disparition, type Missing 411, et sont souvent évoqués le principe de surnaturel ou interdimensionnel. Donc, passage interdimensionnel. Donc, il y a une théorie récemment, des théories de David Paulides font intervenir l'idée que des scientifiques étudient des phénomènes interdimensionnels qui existent sur la planète et qui sont observés de manière, quotidienne. Et donc on voit un enfant qui disparaît d'un véhicule verrouillé, aucune trace ni indice olfactif, il n'y a rien, comme si l'enfant n'avait simplement pas disparu. Les chiens avaient la difficulté n'arrivaient pas à trouver de piste et restaient plantés à côté du véhicule. Ils sont découverts encore une fois dans une zone précédemment explorée. Certains mettent l'hypothèse que Bigfoot, des ovnis, un portail interdimensionnel pourrait être impliqué. Moi, ça c'est la spéculation absolue. Et l'implication parentale, c'est rarement suggéré. Aucune trace ne désigne le père. Néanmoins, certains sceptiques questionnent la chronologie des événements. Comment on peut laisser un enfant dans un environnement isolé avec les fenêtres, les portes fermées pendant 20 minutes. Moi, je pourrais pas rester plus de 5 minutes éloigné alors je sais que mon enfant dort et que je suis dans une forêt pour observer des cerfs. Bon, moi, ça me semble aussi étrange, mais en même temps, le temps passe vite quand on est dans un environnement où on se sent bien, donc voilà. Et il ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un problème finalement. Donc c'est encore une fois un profil typique des disparitions Missing 411. Enfant en bas âge, âgé de moins de 10 ans, disparition à proximité d'un véhicule ou d'une route, absence de traces ou pas de traces olfactives pour les chiens chercheurs, un corps découvert dans une zone préalablement fouillée, anomalie vestimentaire également. Donc on retrouve souvent dans d'autres histoires, on retrouve des vêtements qui sont pliés ou mis à l'envers sur la personne qui est décédée. Donc c'est assez étrange.
Et donc, ça laisse des questions naturellement rester sans réponse. L'affaire de Teddy demeure officiellement non résolue. Le FBI a été impliqué, mais aucune réponse définitive n'a jamais été fournie. Sa mort était qualifiée d'exposition à des phénomènes naturels. Cependant, les circonstances étranges laissent place à des mystères plus profonds et des questions plus profondes. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc j'ai fait un focus vraiment sur les jeunes enfants pour vous informer de faire attention. Ce sont des phénomènes pour moi qui ne sont pas isolés, et il y a aussi des phénomènes qui se passent également en Afrique. Donc j'en parlerai peut-être dans l'épisode numéro 3 ou 4, plutôt dans l'épisode 4. Donc voilà ce que je pouvais dire là-dessus aujourd'hui. Et puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires si vous avez entendu des histoires similaires ou des histoires qui touchent à des événements à peu près similaires. J'ai entendu parler de certains cas en Espagne et en Italie, mais également 1 ou 2 cas en France également, vers la région des Alpes. Donc voilà, faites-moi part de vos commentaires, et de vos impressions. Je regarderai aussi les affaires du petit Émile et de Yanis, et j'essaierai de faire un retour là-dessus aussi dans l'épisode, dans la partie 3. D'ici là, je vous laisse, et puis on se retrouvera pour la semaine prochaine pour un autre épisode des Titans de l'Histoire, où là je ferai une analyse de Nicolas de Machiavel, et également la comparaison avec la République de Platon. Donc ça va être le prince de Machiavel contre la République de Platon. Donc on se voit la semaine prochaine. Merci.